Oui, j'avais promis dans une vidéo précédente de revenir au Burkina Faso pour montrer en quoi le président du Burkina Faso est un dictateur, selon moi. Donc, sans tarder et tout de suite, je vais donner le ton, je vais signaler dans quel domaine, enfin, de quel côté euh, je me, je vais partir pour le montrer. Je disais bien que c'était une critique qui n'était pas banale ni classique de la dictature. D'habitude, pour critiquer la dictature, on va décrire des faits, on va donner des statistiques, le nombre de gens qui sont enlevés, etc. Bon, on vient de suspendre des partis politiques, par exemple, ça c'est du descriptif. Ok. Donc, je ne, je ne, je n'irai pas dans ce sens. Euh, je vais proposer autre chose. En tenant compte justement des faits, de tout ça. Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais je vais essayer d'être un peu original dans, dans la critique. Euh, alors, c'est du côté de la compétence, voyez. C'est du côté de la compétence que j'irai chercher moi euh, les ressources intellectuelles, les ressources et les arguments intellectuels pour montrer en quoi Ibrahim Traoré est un dictateur. C'est étonnant du côté de la compétence. Et bien du côté de la compétence, non pas pour dire qu'Ibrahim Traoré n'est pas compétent, ça se complique encore. Si cela s'annonce comme une critique, de partir de la compétence, pour signaler que ce n'est pas parce que Ibrahim Traoré n'est pas compétent qu'il est un dictateur, mais c'est précisément parce qu'il est compétent en toutes choses. Il est omnicompétent, capable de tout dire, de tout produire, etc. Voilà. Mais avant d'arriver à mon sujet, avant d'arriver à la démonstration, je dois faire quelques commentaires en vrac. N'est-ce pas? D'habitude, les dictateurs n'aiment pas, n'est-ce pas, qu'on les qualifie de dictateurs, ce qui est une bonne chose pour la critique, ce qui est réjouissant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que eux-mêmes montrent, par leur mécontentement, que être dictateur, c'est pas une bonne chose. Et que donc, à la limite, vous voyez, si moi je suis voleur et que j'aime pas qu'on m'appelle voleur, qu'on me traite de voleur, je sais ce que je dois faire euh, pour, euh, pour qu'on ne m'appelle plus voleur. C'est de changer d'activité, de pratique, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce qu'on peut attendre de souhaiter des dictateurs qui n'aiment pas qu'on les traite ou qu'on les qualifie, ou qu'on leur rappelle qu'ils sont dictateurs. Après tout, ils doivent savoir que ce que eux ils considèrent, pardon, comme étant une insulte, hein, le fait d'être traité de dictateur, que cette insulte est bien moindre, est bien moins grave que la dictature à laquelle ils soumettent tout un peuple. Vous voyez, être dictateur, c'est priver tout un peuple de liberté collective. Donc ça, c'est bien plus grave que euh, le qualificatif de dictateur. Ensuite, on nous dira, évidemment, aujourd'hui, bah, écoutez, pourquoi critiquer Ibrahim Traoré? Il fait beaucoup de choses, justement. Il, euh, il lutte contre le terrorisme, il, euh, il a chassé des armées occidentales hors du Burkina Faso. Il est en train de libérer le pays, quoi, le Burkina Faso. Il construit des autoroutes à 10 ou 8 voies, je ne sais plus. Il va construire des métros.
etc., etc. Alors pourquoi le critiquer? Pourquoi critiquer un dirigeant africain de cette trempe? Alors premièrement, je dirais ceci, que nous valent tout ça en comparaison de la liberté que nous n'avons pas, de la liberté collective. Quand je parle de liberté, il ne s'agit pas de la mienne ou de celle d'un individu, il s'agit de la liberté des Burkinabés, n'est-ce pas? Leur expression collective et de leurs droits aussi. Que nous importent des autoroutes à 20 voies, que nous importent des aéroports modernes, archi-modernes, que nous importent des métros, que nous importe qu'on se mette à fabriquer des armes, qu'on soit capable de fabriquer des armes au Burkina Faso. Qu'est-ce que tout cela nous importe en comparaison de la liberté et de la dignité des hommes et des nègres que nous sommes, puisque c'est au nom de cette dignité même qu'on nous dit qu'on chasse des impérialistes hors du Sahel et du Burkina Faso notamment. Ça, c'est d'un. Ensuite, personnellement, à titre personnel, je n'ai pas attendu Ibrahim Traoré pour la lutte contre le terrorisme. J'étais pratiquement le seul, en tout cas intellectuel publiquement, à l'exprimer dans un long article, publié sur le site Le Façonnette le 1er février 2021, je crois, pour critiquer le fait que nos hommes politiques perdaient leur temps dans ce qu'on appelait à l'époque la réconciliation nationale, au lieu de lutter, de faire la guerre contre le terrorisme. Tout le monde était derrière Zéphirin Diabré, Roch Christian Marc-Abouré, pour reprendre le refrain quotidien de la réconciliation nationale. Ce texte que j'ai publié sur le Façonnette dont je parle, s'appelle Le lit de Procuste de la réconciliation nationale au Burkina Faso. Donc on peut le retrouver. Et si on a besoin de se le procurer, je suis disponible pour le distribuer. Mais bon, ça semble être le passé, puisque aujourd'hui tout le monde, de nouveau, tout ce beau monde, toute cette foule qui parlait de réconciliation nationale, aujourd'hui se met derrière Ibrahim Traoré pour faire la guerre. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est très bien, n'est-ce pas? Alors on me dira, mais puisque Ibrahim Traoré fait la guerre au terrorisme, puisque c'est exactement ce que tu voulais, puisque c'est exactement ce que nous voulions, pourquoi ne pas soutenir Ibrahim Traoré? Pourquoi critiquer Ibrahim Traoré? Alors même qu'il fait la guerre que je voulais que les dirigeants burkinabés fassent à la fin, à la place d'une réconciliation nationale dont on voit où cela nous a mené justement à la dictature, vous voyez. Eh bien, c'est que Ibrahim Traoré s'inscrit dans la droite ligne, dans la continuité de Blaise Compaoré, c'est-à-dire dans la répression. Blaise Compaoré était même un enfant de cœur, on le sait ça, aujourd'hui, par rapport à Ibrahim Traoré. Est-ce que moi, personnellement, en tant qu'intellectuel burkinabé, ce que j'ai commencé à dénoncer en 2013 avec la modification de l'article 37 pour que Blaise Compaoré puisse se représenter pour la énième fois, le sens de mon insurrection, j'allais dire intellectuelle, c'était de protéger la liberté des Burkinabés au Burkina Faso. Ça n'a pas changé sous Ibrahim Traoré, cette question de la liberté. C'est encore pire, je disais.
Alors, je rappelle aussi que ceux qui ont fait la fine bouche en 2014, ceux qui ont craché dans la soupe, je dirais, en 2014, lors de l'insurrection révolutionnaire, hein, parce qu'il y a des insurrections qui sont plus révolutionnaires que des révolutions, comme on l'a sous les yeux. Hein. En 2014, c'était une insurrection révolutionnaire, c'est-à-dire au, euh, euh, au profit de la liberté, finalement. Alors, ceux qui ont craché sur cette insurrection révolutionnaire à l'époque, parce qu'ils étaient tout simplement partisans de Blaise Compaoré, doivent savoir aujourd'hui, peut-être c'est encore aujourd'hui les mêmes qui sont chassés du territoire du Burkina Faso, qui sont considérés aussi comme des apatrides, n'est-ce pas? Ils doivent, ils doivent considérer aujourd'hui euh, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont manqué, n'est-ce pas? Considérer le prix de ce qu'ils ont perdu, du moins, la liberté. Et donc, ça veut dire aussi que la critique la critique que je continue à faire euh, du régime d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette même ligne. Il y a une cohérence. Hein, c'est au nom de la liberté, au nom de la liberté que je continue, moi, personnellement, je me sens le devoir de ne pas accepter l'inacceptable. Donc voilà, je me sens même, en tant qu'intellectuel, euh, encore une fois, dans ce devoir de critique, je me sens dans l'obligation hein, de revendiquer une certaine aristocratie intellectuelle, enfin, dans les temps qui courent. Il n'y a pas, il y a pas à avoir honte hein, ou à raser les murs. Il n'y a pas à être intimidé par la foule des admirateurs d'un Ibrahim Traoré aujourd'hui. Il faut savoir ce qu'on veut, n'est-ce pas? Peu m'importe que je sois ou que nous soyons minoritaires. Cela ne fait que rendre la critique encore plus excitante, puisque nous ne le faisons pas par hasard. Et, et puisque nous avons des arguments, comme ceux que je vais produire là, pour tous ceux qui pourraient se dire intellectuels, n'est-ce pas? Il s'agit de lever le niveau du débat, n'est-ce pas? De prendre ses responsabilités en tant qu'intellectuel, sans plus. Donc, j'insiste, c'est un choix intellectuel que je fais là, de ne pas, raser les murs, de revendiquer ce que j'appelle, oui, une aristocratie intellectuelle. Et que c'est ça aussi la critique. La critique, ça consiste à se distinguer de la foule, à sortir de la foule, n'est-ce pas? On ne peut pas critiquer si on suit la foule. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une foule nombreuse, majoritaire, qui suit Ibrahim Traoré et qui rend comme la critique d'Ibrahim Traoré, impossible, voire interdite. Au contraire, cette critique, elle est nécessaire et elle s'impose comme une obligation intellectuelle, comme un devoir. Voilà. Parce que, voyez-vous, la question encore, et c'est ça, je disais la dernière fois, la critique doit poser des questions aussi. Pour un intellectuel, on ne peut pas ne pas se rendre à l'évidence ce scandale qui consiste à nous dire qu'on prend le pouvoir pour libérer l'Afrique et les Africains hein, de la domination coloniale, impérialiste, donc occidentale, et dans le même temps de soumettre l'Afrique et les Africains à l'intérieur de nos États, de les soumettre à l'esclavage intellectuel, à l'esclavage politique, à la dictature. Voici le problème pour moi. Encore une fois, ce qui est en jeu, c'est aussi bien la question de la dignité, de la fierté,
et de la liberté des Africains. Qu'on combatte n'importe quelle domination extérieure, ben, j'applaudis. Je suis tout aussi anti-impérialiste, anticolonialiste, panafricaniste que n'importe qui. Voilà. Mais c'est justement au nom de cela que je ne peux pas accepter, en tout cas je ne peux pas fermer les yeux sur cette impossibilité à la fois logique et politique, idéologique, d'une lutte contre la domination qui redevient une domination, hein, encore même plus humiliante, parce que ceux qui nous dominent désormais, ce sont nos dirigeants africains. Hein, les Africains rendent esclaves leur propre population. Okay. En disant cela, je pense à un texte d'Homère, de l'Iliade, voyez-vous, où Achille est sur son navire dans un fleuve agité. Le fleuve est en crue, hein, sous une tempête. Alors Achille, le héros Achille, combat ses ennemis qu'il tue par dizaines, hein, dit Homère. Et les cadavres de ses ennemis, Homère les jette à la mer, évidemment. Or, la mer est déjà, enfin, le fleuve est déjà en crue. Les eaux sont déjà agitées. En les jetant, ces cadavres de ses ennemis dans cette eau agitée, Homère ne fait que faire monter le niveau des eaux. Et du coup, il se met lui-même en danger de noyade. Donc d'un côté, il est victorieux, hein, il a la victoire, puisqu'il vient à bout de ses ennemis qu'il tue par dizaines. Mais de l'autre côté, il se met en danger. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre sujet, à la situation du Sahel aujourd'hui et du Burkina Faso, la situation dirigée donc par des juntes et des putschistes qui ne se disent pas des démocrates, mais des révolutionnaires. Que l'apparente victoire que vous pensez remporter face aux colons, aux impérialistes, aux occidentaux, etc., en les chassant de nos sols, cette victoire se perd de l'autre côté par le fait que vous privez vos propres populations de liberté. Ce que vous pensez gagner, et c'est même pas assuré, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Ce sont des régimes qui vivent sous pression aujourd'hui. Ce sont des pays, les 3 pays de l'AES vivent sous pression. Donc, comme Achille, il faudrait peut-être réfléchir. Il faudrait peut-être réfléchir, arrêter de jeter ses propres cadavres, les cadavres de ses ennemis dans l'eau pour ne pas se menacer soi-même de noyade. Il faudrait un jour avoir l'intelligence de ça. C'est tout. La critique consiste à cela, avoir l'intelligence de se dire, mais ce que nous considérons comme une victoire, enfin, ou comme un début de victoire, puisqu'on s'y excite, on s'excite autour de tout ça, le fait qu'on se lève enfin, hein, je le disais la dernière fois, contre l'impérialisme, etc. Ben, s'interroger sur le fait que même si on était victorieux, réellement victorieux, et que de l'autre côté, nous asservissons nos propres populations africaines, nous les privons de liberté, et que nous les dominons de façon pire encore que la domination coloniale et impérialiste, qu'est-ce que nous y gagnerons? Nous y gagnerions. Donc la critique d'un Ibrahim Traoré s'impose, pour moi, comme un devoir, face à ce scandale, c'est-à-dire face à la situation que je viens de décrire. Vouloir libérer un pays
vouloir libérer les Africains et leur redonner de la dignité, de la fierté, et en même temps les priver de liberté collective, encore une fois. Hein, il vient, Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, mais c'est pas une surprise, puisqu'il avait déjà suspendu les partis politiques. Ben, il vient tout simplement de les interdire. Et donc, euh, ça veut dire que collectivement, les Burkinabés ne peuvent pas s'exprimer. Alors, c'est aussi, alors aussi bien la critique que je mène là, et à laquelle j'invite comme à un devoir intellectuel, et comme un exercice aristocratique, intellectuellement aristocratique, de distinction. Hein. C'est de dire que nous ne sommes pas de la foule. La foule, c'est pas le peuple, justement. On n'entend que la foule aujourd'hui, on n'entend pas le peuple, n'est-ce pas? Et d'y insister euh, sans honte, c'est pas du mépris non plus. Quand je parle d'aristocratie, oui, nous y sommes d'inviter aussi que le débat en reste là, soit ouvert, puisque nous sommes tous des intellectuels, et que les intellectuels d'Ibrahim Traoré euh, veuillent bien nous répondre aussi, qu'ils nous expliquent le sens intellectuel et politique d'une libération des Africains, d'une reconquête de notre dignité qui consisterait à réduire les mêmes Africains euh, à les réduire en esclaves, en quelque sorte, en sujets. Et en outre, si la foule, du côté de la foule admirative, et si le pouvoir burkinabé se dit majoritairement soutenu, de quoi a-t-il peur? Pourquoi a-t-on peur du débat? Si on est majoritaire, pourquoi est-ce qu'on a peur de la démocratie? Hein, c'est un peu comme Museveni en Ouganda, encore une fois, qui dit qu'il est populaire. Mais si tu es populaire, tu organises des élections, pourquoi soumettre un Bobby Wine au martyr? Pourquoi ces violences? Pourquoi cette traque incessante? Hein? Donc là, je pose la question, si les soi-disant patriotes au Burkina Faso sont majoritaires, pourquoi ont-ils peur du débat? Pourquoi interdisent-ils le débat? S'ils ont des intellectuels fourbis d'arguments sérieux, sérieux et cohérents, surtout, parce qu'il y a beaucoup qui étaient, par exemple, contre l'insurrection révolutionnaire en 2014 dont je parlais au Burkina Faso, hein, qui nous ramenait plus de liberté en 2014, qui étaient contre cette insurrection-là et qu'ils qualifiaient de coup d'État, et qui aujourd'hui soutiennent un coup d'État bien pire, où on ne parle pas de liberté, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu le défi, moi, intellectuel, que je vais lancer ici de façon solennelle à Ibrahim Traoré et à son régime. Si vous êtes majoritaire, pourquoi interdisez-vous le débat contradictoire? Pourquoi interdisez-vous la démocratie? J'y reviendrai d'ailleurs. Je vais y revenir. Au travers notamment la conception qu'a Ibrahim Traoré de la neutralité. Je vais y revenir, je vais y insister tout à l'heure, n'est-ce pas? De quoi avez-vous peur? Vous êtes majoritaire. N'avez-vous pas confiance en vous? Si vous dites que vous êtes sur la bonne voie, enfin. Si les apatrides sont minoritaires
Pourquoi avez-vous besoin, pourquoi avez-vous peur du débat? Si vous avez de grands intellectuels pour vous défendre et vous conseiller, pourquoi avez-vous peur du débat contradictoire et franc, libre? C'est cela que moi je revendique ici. Au passage, c'est de ne pas m'en laisser compter. Parce que je le revendique aussi d'être un intellectuel. Et un intellectuel du Burkina Faso. Et bien qu'on en parle. Donc je suis fier d'annoncer cette aristocratie, de revendiquer. C'est même pas une revendication, personne ne va me l'accorder. Je la prends. Cette stature d'aristocrate intellectuel. Et fier d'être minoritaire. Et je ne fais pas des vidéos pour être vu par des milliers de personnes. Je ne paierai pas pour être vu, pour avoir des milliers de vues sur les réseaux sociaux. S'il y a 2 personnes qui me regardent et qui sont convaincus par ce que je dis, c'est déjà gagné. Voilà. Donc tout cela dit, tout cela étant dit, venons-en au sujet. Si on n'a pas oublié d'autres détails. Quoi d'autre? Que nos adversaires, enfin nos contradicteurs, sachent que moi personnellement je suis disponible pour le débat africain, le débat intellectuel, sur cette question-là que je pose, comme plusieurs autres questions. Je disais, là encore dans un article, un ancien article publié sur le Façonnet, s'ils se disent les plus intelligents du monde, les premiers de classe qui conseillent des dictateurs, et bien qu'ils sachent que ça fait depuis nos indépendances que nos pays sont les derniers en toutes choses. Donc ça veut dire quoi? Que s'ils sont les plus intelligents des Africains, ils sont aussi les plus incompétents. N'est-ce pas? Ça, c'est une question. Donc, assumer une distinction intellectuelle qui ne consiste pas en une distinction de titres et de diplômes. Non, mais oui, parce qu'il ne s'agit pas de brandir des titres et des diplômes. Il s'agit, c'est un appel solennel, il s'agit de nous engager dans un débat véritable, intellectuel véritable. Et que tous ceux qui intellectuels, je parle aux intellectuels, je ne parle pas à la foule, je ne parle pas aux ignorants, aux villageois africains, qui courent derrière des dictateurs parce qu'ils seraient les plus intelligents, eh bien qu'ils viennent nous dire dans des débats ce que ça leur fait de libérer, soi-disant, les Africains, les Burkinabés en l'occurrence, et en même temps de les soumettre à la dictature, de ne pas leur permettre de s'exprimer collectivement. Vous voyez, il y a quelque chose qui relève, n'est-ce pas, d'un scandale. Donc maintenant, venons-en à notre sujet, plus précisément. À la fois, il n'y a rien d'exceptionnel, d'extraordinaire pour qui est intellectuel et surtout philosophe, parce que je vais partir d'une référence à Platon, parce que je suis philosophe, que des Africains, comme d'habitude, n'aiment pas qu'on cite ou qu'on fasse référence à des textes
autres qu'africains, à des auteurs autres qu'africains, eh bien qu'ils commencent tout de suite par jeter leur portable, par abandonner leur voiture, par, par ne plus se servir de l'intelligence artificielle, etc. Parce que tout ça n'est pas produit par des Africains. Et que pour moi, tout ça sont des outils pour n'importe qui aujourd'hui. Et donc pour moi, un texte qui soit de philosophe ou de n'importe quel auteur qui ne serait pas africain est un outil. Est un outil pour servir, pour soutenir ma propre réflexion. De la même manière qu'un téléphone aujourd'hui est un outil pour faire beaucoup de choses, pour rester en contact avec le monde et son monde. Donc, c'est dans la République de Platon, livre 6, livre 10, le dernier livre de la République de Platon, la discussion en est venue au point où Socrate demande à son interlocuteur de lui dire comment on appellerait quelqu'un qui sait tout faire, qui sait tout produire. Imaginons quelqu'un qui prendrait un miroir et qui le passerait sur toute chose. Donc on verrait toute chose. Et le tenir comme l'auteur, l'artisan ou l'artiste de tout ce qu'il reproduit par son miroir. Eh bien, son interlocuteur lui dit, ah ben c'est génial, enfin, dans le langage d'aujourd'hui, mais c'est merveilleux. Exactement, l'exclamation dans la République de Platon, c'est, oh ben quel sophiste merveilleux. Quel sophiste merveilleux. Quel génie d'être capable de tout produire, de tout fabriquer. Il peut fabriquer un lit, il peut fabriquer des chaussures, il peut fabriquer une voiture, des téléphones. Il est capable de tout produire. Autrement dit, il est omnicompétent. Il a la compétence de tout produire. C'est la compétence, c'est la capacité à produire quelque chose, à fabriquer quelque chose. Oui, donc comment appeler ce génie finalement merveilleux qui sait tout produire? Eh bien, nous dit Socrate, pour un ignorant, pour celui qui ne connaît pas la vérité et qui ne sait pas que ce qui est reproduit, ce n'est que la copie des choses et non pas les choses elles-mêmes. Ce n'est que pour cet individu, cet ignorant. Ou pour les enfants aussi. Soit pour les enfants, soit pour les gens privés de raison, dit Platon, enfin, Socrate. Que cet individu, omnicompétent, est un génie, enfin, est admirable et merveilleux, n'est-ce pas? Mais pour celui qui sait, cet individu omnicompétent n'est ni un artiste ni un artisan. Hein? Socrate dit cet individu omnicompétent, c'est un magicien, enfin ce magicien, puisqu'il fait exister toute chose selon sa volonté. Ce magicien est en réalité un charlatan. Eh bien, nous y voici. Le charlatan. Je disais que par où je montre et que j'entends démontrer qu'Ibrahim Traoré est un dictateur, c'est du côté de la compétence. Non pas pour dire qu'il est incompétent,
ou même pas pour dire qu'il est compétent dans ce qu'il fait, mais qu'il est surtout compétent en toutes choses. Il est hyper compétent. Je vais donner des exemples tout à l'heure, tout de suite. Il est omnicompétent, comme le charlatan de Platon dans le 10e livre de la République, le charlatan, le magicien, capable de tout produire, juste en promenant sur toute chose un miroir. Quoi en penser? Quoi en faire de ça? Je l'atteste par les exemples suivants. Chez Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est expert, est un historien expert. Quand il raconte l'histoire du monde et l'histoire de l'Afrique, n'importe quel professeur d'histoire, n'importe quel universitaire se sentirait incompétent et ignorant, n'est-ce pas? Ibrahim Traoré est un expert non seulement en histoire du monde et de l'Afrique et des Africains, mais aussi en géopolitique. C'est un politologue hors pair. C'est un expert en relations, un politologue expert en relations internationales. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça à Kadhafi, ils ont fait ça, etc. Donc, il a son narratif qui passe pour incontestable. Ibrahim Traoré a une compétence linguistique incomparable. Il est capable de créer des expressions et des termes dont il n'explique jamais le sens, pardon. Des expressions inédites sans que cela soit une sorte de novlangue de type 1984 d'Orwell. Non, c'est pas tellement une langue nouvelle qu'il crée, mais ce sont des expressions nouvelles qu'Ibrahim Traoré crée, fabrique. Le magicien fabrique. L'albinos noir, l'hiver noir. Voici des exemples. Une compétence linguistique merveilleuse, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce qu'un albinos noir? Un non-sens. Même si cela passe pour une profondeur, quelque chose de mystérieux pour ses admirateurs, n'est-ce pas? Exactement comme l'interlocuteur de Socrate dans Platon, n'est-ce pas? Ah ben c'est génial, mais c'est mystérieux, c'est un discours très africain, par image, attention, c'est du vide. C'est-à-dire, un albinos, c'est quoi? C'est qui? Qui c'est qui est albinos? Là encore, dans la métaphysique d'Aristote, quand Aristote, le philosophe Aristote, quand il veut expliquer en quoi consiste le jugement vrai, il prend cet exemple simple. Il dit, si Socrate est blanc, et le mot blanc en grec c'est dit albinos. Autrement dit, si Socrate est blanc, albinos, et que je dise, Socrate est blanc, je dis vrai. Donc albinos en grec, c'est blanc, être blanc. Mais où est-ce qu'on parle quels sont les individus pour lesquels on parle d'albinos? C'est pas en Europe, c'est pas chez les blancs. C'est pas ceux qui ont la peau blanche. C'est chez des Africains. Ceux qui ont la peau noire. Chez des nègres. Parce que être albinos, c'est aussi une pathologie de la peau. D'une peau nègre qui vire au blanc. Exemple, Salif Keïta, le musicien malien, n'est-ce pas?
C'est un albinos. Donc il a la peau albinos qui est blanche, mais il n'est pas blanc lui-même. Autrement dit, un albinos, c'est un nègre, c'est un noir. Et donc dire un albinos noir n'a pas de sens. Un albinos, c'est un nègre, donc il est déjà noir. Donc dire albinos noir pour nous signaler l'avènement, n'est-ce pas, euh, de ce monstre finalement, puisqu'il n'a pas de sens, qui serait le signe de la fin du terrorisme et du malheur, n'est-ce pas, des Burkinabés, la fin du terrorisme au Burkina Faso ou dans le Sahel. C'est-à-dire que quand on verra, dit-il, l'albinos noir, quand l'albinos noir apparaîtra, ça sera la fin aussi du terrorisme. Eh bien, mes chers amis, attendez-vous à ne pas voir du coup la fin du terrorisme, puisque cet albinos noir n'existe pas, n'a pas de sens, c'est du vide. Un peu comme les images de notre charlatan tout à l'heure dans Platon. Les images qu'il donne à voir comme étant produites et fabriquées par lui ne sont pas de lui. On peut les admirer si on a un enfant ou quelqu'un de privé, quelqu'un qui est privé de raison, dit Platon. Eh bien, l'albinos noir est un non-sens, une non-réalité, un non-être, un semblant d'être, évidemment, pour lequel la foule admirative est saisie d'admiration, justement. Saisie d'admiration. C'est sublime, n'est-ce pas, qu'ils disent ça. Ibrahim Traoré, mais en réalité, c'est du vide. Du coup, on voit que le charlatan a ses charlatans. Le charlatan a ses charlatans, c'est-à-dire les bavards intellectuels vous les trouverez, qui vont trouver toujours des arguments, qui vont fabriquer eux-mêmes. Vous voyez, la fabrication, le charlatanisme, hein, les magiciens, n'est-ce pas? Ils vont fabriquer à chaque fois, ils s'en fichent de la cohérence intellectuelle et logique. Ils vont fabriquer à chaque fois, ils sont forts dans la fabrication des arguments pour justifier l'injustifiable, la dictature, etc. Ibrahim Traoré serait ce charlatan en matière linguistique, encore une fois, qui a lui-même des charlatans. L'hiver noir. Voici une autre compétence linguistique, de créer le terme. L'hiver noir. C'est Malcolm X, je crois, qui faisait remarquer que la signification négative de tout ce qui est noir chez les Blancs, n'est-ce pas? Tout ce qui est noir était négatif et digne de mépris, et méprisé. Or, même dans la langue française, puisque nous parlons, c'est dans la langue française que nous parlons, n'est-ce pas, que s'exprime Ibrahim Traoré. Un hiver, même chez les Français, un hiver peut être rigoureux, n'est-ce pas, c'est-à-dire un hiver très dur. Il n'y a pas d'expression qui serait, pour l'exprimer, cet hiver rigoureux, qui serait l'hiver noir. Un hiver rigoureux n'est pas un hiver noir, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens là encore. C'est un non-être, vide de sens, la création d'un charlatan, d'un magicien, qui se fait admirer pour des œuvres qui n'ont aucune réalité. Et surtout, dernier exemple d'omnicompétence d'Ibrahim Traoré, et sur lequel il faut insister davantage. C'est que Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, est un expert
qui contrôle nos cerveaux, c'est-à-dire qui nous enseigne, qui nous dit comment nous devons nous servir de notre cerveau. Le 17 ou 19 octobre 2025, à Ouagadougou, lorsqu'on lui remettait un rapport sur le néo-panafricanisme, hein, le 17 ou le 19 octobre. Dans l'enthousiasme de ce rapport sur le néo-panafricanisme, Ibrahim Traoré nous dit, ah bah aujourd'hui, dans le monde, il y a deux camps. Vous ne pouvez pas être neutre. On ne peut pas être neutre. Si vous êtes neutre, soit vous êtes endormi ou surtout, soit votre cerveau est éteint. C'est ce que disait Ibrahim Traoré en octobre 2025 à Ouagadougou. Donc, je dois rebondir sur cette question de la neutralité, ou plutôt sur l'interdit de la neutralité. Le fait qu'on n'a pas, on ne doit pas être neutre, on ne peut pas être neutre. Il faut prendre parti. Parce qu'il y a deux camps, il faut choisir. Les choses sont claires et rigides. C'est du noir et du blanc. C'est le bien d'un côté, le mal de l'autre. Il faut choisir. On est d'accord. Si vous ne choisissez pas, c'est que vous avez le cerveau éteint, certainement. Vous avez le cerveau éteint. J'insiste plus sur cet aspect. C'est pour ça que je disais qu'il veut contrôler aussi. Il veut contrôler nos cerveaux et nous donner des leçons. Nous dire comment nous devons faire usage de nos cerveaux. Autrement dit, comment nous devons réfléchir. C'est à Ibrahim Traoré de nous dire, par rapport à la situation du monde. Mais j'en tirerai tout de suite les conséquences par rapport à la situation aussi intérieure du Burkina Faso, voire du Sahel. C'est Ibrahim Traoré qui nous dit que si nous ne choisissons pas notre camp, nous avons le cerveau éteint. Autrement dit, il y a quelque chose qui n'irait pas dans nos cerveaux. Nous ne sommes pas normaux. Okay? Il ne faut pas être neutre, c'est impossible, c'est interdit d'être neutre. Okay. Eh bien, rappelons quand même qu'il y a eu un mouvement, pour le révolutionnaire qu'il se dit être. Il y a eu un mouvement en 1961, il n'était pas né, moi non plus, qui s'appelle le mouvement des non-alignés. Mouvement créé donc, en 1961 par 3 responsables politiques. De l'Inde, Nehru, de Yougoslavie, Tito, d'Égypte, Nasser, et qui prônaient tous le non-alignement, c'est-à-dire la neutralité par rapport aux deux blocs soviétiques et OTAN, américain, si on veut, l'OTAN, l'Organisation de l'Atlantique Nord. Occident, Est, Occident, les deux blocs. Et donc, en termes même de neutralité au niveau mondial, rappelons encore qu'il y a quand même encore aujourd'hui un pays qui est, au moins un pays qui est parfaitement neutre par rapport à ces deux blocs, à ces deux idéologies, capitalistes ou socialistes, c'est la Suisse. Et la Suisse vit très bien et gère bien sa neutralité. Donc la neutralité, ça existe et on peut en vivre, n'est-ce pas, en tant que pays, sans avoir... Et la Suisse a de la matière grise. Évidemment, sur le plan politique et économique, elle est plutôt la Suisse du côté occidental, mais institutionnellement, elle est neutre. Donc ça existe, ça. Il y a des dirigeants, il y a des pays qui
peuvent donc être neutres sans être endormis, plus endormis qu'Ibrahim Traoré, ou plus défaillants de la cervelle qu'Ibrahim Traoré. Ça, c'est une chose. Donc, et même pour, deuxièmement, et même pour ces trois dirigeants que je viens de citer, leur neutralité voulait dire quoi? Parce que la neutralité, c'est ni l'un ni l'autre, hein, ni Est, ni le camp soviétique, ni le camp occidental, ou bien on les considère les deux en même temps. La neutralité, c'était la neutralité ou le neutralisme des non-alignés. Tito, le Yougoslave, même après sa dissidence avec Khrouchtchev, l'Union soviétique, restait, restait toujours bien dans le giron euh, socialiste soviétique. Mais il continuait aussi, il avait aussi de l'aide économique de la part des États-Unis. C'est pareil pour tous ces trois-là, que ce soit pour l'Inde et surtout pour Nasser, l'Égyptien. Donc je vais un peu plus parler si on veut. Nasser, voici, en même temps c'est l'Afrique, enfin, des trois, c'est le dirigeant africain qui nous intéresse, n'est-ce pas? Nasser l'arabe, celui qui voulait le, le panarabisme et qui a tenté d'ailleurs de créer une république arabe unie avec la Syrie qui a survécu que 3 ans, de 58 à 61. Nasser. Nasser, Nasser était parfaitement neutre. En fait, tous ces trois dirigeants qui ont été à l'origine du mouvement des non-alignés, ce qu'ils avaient en commun, ils avaient en commun une seule chose, c'est la lutte contre le colonialisme. La lutte contre le colonialisme. Nasser était aussi bien, semblait appartenir au camp soviétique. Mais en même temps, il massacrait les mouvements, il réprimait durement les mouvements communistes et révolutionnaires en Égypte même, à l'intérieur de son propre pays. Non seulement à l'intérieur de son propre pays, mais aussi en Syrie, euh, quand l'Égypte s'est unie à la Syrie pour constituer la République arabe unie en 1958. Et le Parti communiste égyptien a été interdit en Égypte en 1958. Ben, ce qui l'a brouillé, Nasser, avec Khrouchtchev, hein, le grand frère soviétique d'ailleurs. Donc Nasser était bien du côté idéologiquement, enfin, est-ce qu'on peut dire, c'est même pas, euh, c'est même pas idéologique finalement, puisque le communisme à l'intérieur était encore une fois interdit. Il s'alignait au niveau international, tout neutre, tout non aligné qu'il était. Hein, c'est important ça, rappeler ça. Ibrahim Traoré, il s'alignait sur le camp soviétique, tout en s'alignant aussi derrière les États-Unis, tout en bénéficiant aussi de l'aide américaine. Pour deux raisons. C'est que la première, c'est que Nasser considérait que les États-Unis n'ont jamais colonisé un pays arabe. Un peu comme, exactement comme aujourd'hui, l'argument qu'on nous sert dans le Sahel pour nous dire, mais il faut être derrière la Russie de Poutine parce que la Russie n'a jamais réduit les Africains en esclavage, ne les a jamais colonisés. Eh bien, c'est pas nouveau tout ça. C'est pas nouveau. Cet argument-là était déjà celui de Nasser. Pourquoi Nasser était aussi du côté des Américains? Parce que, entre autres, les Américains, disait-il,
n'avait jamais colonisé un pays arabe. Évidemment, ce qui le mettait à dos aussi, ses ennemis, c'était la France, puisqu'il soutenait les mouvements de libération, le FLN, notamment en Algérie, qui luttait pour son indépendance. Donc Nasser, à la fois tout neutre qu'il était, pro-soviétique, mais aussi pro-américain, parce que deuxièmement, les États-Unis et la Russie et l'Union soviétique à l'époque avaient sauvé l'Égypte d'une défaite qui était sur le point d'être acquise suite à l'agression de 3 pays contre l'Égypte dans l'affaire du barrage d'Assouan que les Britanniques ne voulaient pas financer. Alors, du coup, Nasser n'est-ce pas, a nationalisé la compagnie du canal de Suez, ce qui a fait intervenir militairement et Israël et la Grande-Bretagne et la France. Une intervention armée contre l'Égypte. Ce sont les États-Unis et aussi l'Union soviétique qui ont évité à l'Égypte de Nasser une défaite humiliante pour un président qui était un héros en son temps du panarabisme, comme nos juntes sahéliennes qui passent pour être des héros du panafricanisme. Donc la neutralité, c'est soit ni l'un ni l'autre, la Suisse, c'est soit l'un et l'autre. Neutralisme. Donc cela est possible. Et d'ailleurs, nos États du Sahel, de l'AES, feraient mieux de revenir à la source du mouvement de non-alignement de 61, en ce sens où on pouvait s'aligner sur l'un ou l'autre camp selon ses intérêts. On avait à gagner, selon qu'on avait à gagner d'un côté ou de l'autre, eh ben, on s'y alignait sans vraiment appartenir à ce camp. Donc ces 3 pays fondateurs du mouvement des non-alignés, Nehru, Tito, Nasser. Donc voici une réalité qu'il faut rappeler à Ibrahim Traoré. Quelles conséquences? Mais ramenons tout ça à l'intérieur, donc à l'échelle nationale, de la politique nationale burkinabé. L'idée qu'il ne faut pas, qu'il est interdit d'être neutre sous peine d'être atteint du cerveau, enfin d'avoir le cerveau éteint. Ramenons ça comme conséquence, ramenons ça à l'intérieur. Si on ne doit pas être neutre, ça veut dire une chose. Ce principe, cet interdit de la neutralité est un principe, j'allais dire, démocratique. Si on ne peut pas, si on ne doit pas être neutre, c'est qu'il y a plusieurs choix. Au niveau mondial, disait-il, il y a 2 camps. Et encore une fois que ces 2 camps n'étaient pas, je viens de le montrer, les choses ne sont pas, c'est pas noir et blanc, sans nuance, ne sont pas aussi rigides. Ce qui caractérise la dictature d'Ibrahim Traoré, c'est que il est figé. Le président du Burkina Faso, il manque de nuances. Il faut, dans l'histoire, justement, il faut remonter, il faut s'inspirer, là encore, vous voyez, par ignorance, il faut s'inspirer de l'histoire révolutionnaire du monde, des pays qui luttaient contre la colonisation et qui ont créé un mouvement, ce mouvement qui s'appelle de non-alignement, mais où eux-mêmes s'orientaient selon leurs intérêts. Donc les choses n'étaient pas aussi figées que ça. Les choses n'étaient pas aussi, c'était pas du noir et du blanc, du bien et du mal. Pour Ibrahim Traoré, c'est ainsi. Il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre.
Il y a le blanc d'un côté, le noir de l'autre. Mais c'est aussi bien, c'est que on reproduit là encore, hein, je vous le dis dans toutes mes vidéos, on retrouve là la proximité avec les extrémistes occidentaux. Vous voyez. Et ce que critiquait Malcolm X aussi, n'est-ce pas? Noir, c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de nuance. Si on ramène ça, l'interdit de la neutralité euh, dans la politique, à l'échelle de la politique nationale burkinabé, ça donne quoi? Et cet interdit, il est heureux, il est, euh, il est à saluer. Ne pas être neutre, interdit d'être neutre. Ça veut dire qu'il faut choisir. Il faut prendre parti. Encore qu'aujourd'hui, justement, Monsieur le Président capitaine, il n'y a pas de parti. Au sens politique du terme, il n'y a pas de parti au Burkina Faso. Vous les interdisez. Il n'y a pas de parti, donc on ne peut pas choisir. Et en outre, vous fabriquez vous-même la neutralité par la peur. La preuve en est que je vois, ce matin même, je vois un courrier du président du CDP, par exemple, suite à l'interdiction des partis, parce qu'il a pris peur. Enfin, parce qu'il a pris peur. Donc, dans son courrier, ah ben, qui, comme on dit, comme on a l'habitude de dire, qui prend acte en quelque sorte, quoi, de la suppression de la suppression de son parti, entre autres le CDP. Et sans doute tous les autres partis au Burkina Faso vont suivre, n'est-ce pas? Ils vont s'aligner. Hein, comme hier, on s'alignait comme des moutons derrière la réconciliation nationale. Aujourd'hui, on s'aligne et on prend acte, n'est-ce pas? Ah, on croirait que c'est Ibrahim Traoré viendrait les débarrasser, à la limite, d'un fardeau. Ouf! On n'a plus de parti. Eh bien, c'est super. Ouf! On n'est plus dans des partis. Merci à Ibrahim Traoré de nous enlever ce fardeau des épaules. Ce travail supplémentaire, n'est-ce pas? Qui ne servait finalement à rien, sinon à avoir des titres et des statuts personnels, voilà. Qui ne servaient pas à construire le pays, en effet, quelque part, Ibrahim Traoré a raison, non? Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on applaudit la suppression, enfin, quand pas applaudir, j'exagère, quand on prend acte de la suppression, comme ça, de façon docile à la suppression de partis? Mais quelle honte! Quand on, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se prive de choix. On n'a pas les moyens de s'exprimer, de prendre parti, du coup. Pour le coup, on ne peut plus choisir. Eh bien, pour celui, je pose la question, pour celui qui, euh, qui ne s'aligne pas derrière Ibrahim Traoré, forcément. Et ils sont nombreux, n'est-ce pas? Puisqu'on les connaît. Et qui, du coup, n'a plus de parti. Mais ça fait depuis déjà 3 ans que les partis sont suspendus, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il s'exprime politiquement? Comment est-ce qu'il choisit? Il est obligé de se taire. Il est obligé d'être neutre, comme neutre, n'est-ce pas? Autrement dit, par la peur, Ibrahim Traoré crée une situation de neutralité, un semblant de neutralité, une neutralité que lui-même interdit. Enfin, plutôt dit que c'est pas possible. Sinon, vous avez le cerveau éteint. Hein? Rappelez-vous. Donc, prenons encore l'exemple d'un journaliste qui fait son travail. Et d'ailleurs, tous les journalistes qui continuent d'animer des émissions au Burkina Faso, par exemple à la télé, ils sont lisses, c'est parce qu'ils sont lisses, c'est pas parce qu'ils sont plus compétents ou plus, je sais pas moi, plus intelligents que les autres, qu'ils conservent leur poste. Encore une fois, on en revient à la question de la liberté d'expression.
hein, que je distinguais de la liberté de la presse, n'est-ce pas? Un journaliste qui fait son travail de façon, on va dire, neutre, justement. C'est-à-dire qui s'abstient d'exprimer son opinion, qui s'abstient d'analyse personnelle. Eh bien, il va paraître neutre, n'est-ce pas? Il va paraître neutre. Par peur. Parce qu'il sait que il s'exprime, s'il exprime son opinion politique, qui ne serait pas celle, qui ne serait pas en faveur d'Ibrahim Traoré, il risque l'enlèvement, n'est-ce pas? L'arrestation, le kidnapping. Donc il est obligé, toute son attitude, c'est là une attitude de neutralité. Il fait son travail de façon lisse, sans plus. Eh bien, Ibrahim Traoré, qui est celui-là même qui interdit la neutralité, enfin qui dit qu'on ne doit pas être neutre, crée des situations de neutralité. Il faut choisir. Mais il n'y a pas de choix. Il faut prendre parti, mais il n'y a pas de parti. Il faut choisir son camp, mais il n'y a qu'un seul camp. Celui d'Ibrahim Traoré. Vous voyez? Il faut choisir son camp. Cela suppose qu'il y ait plusieurs camps. Il faut choisir son parti, mais cela suppose qu'il y ait plusieurs partis au sens politique comme au sens euh, large, c'est-à-dire plusieurs possibilités, plusieurs opinions. Ça, encore une fois, c'est le principe même de la démocratie. Euh, qu'on puisse avoir à choisir entre plusieurs partis pour qu'il n'y ait pas de neutralité, justement. Ce que nous préconise pour la santé de notre cerveau, ce que nous préconise Ibrahim Traoré. Oh, il y a qu'un parti au Burkina Faso, c'est le MPSR 2, enfin un ou deux, c'est pareil. Il n'y a qu'un parti unique, le MPSR 2. Il n'y a qu'un camp, le camp d'Ibrahim Traoré, le camp soi-disant des patriotes, le camp qui rappelle un certain Hitler. En quel sens? Eh bien, la haine raciale au Burkina Faso, la haine raciale à part, la comparaison entre un Ibrahim Traoré et un Hitler tient. Qu'étaient les Juifs sous Hitler? C'étaient des citoyens allemands. Mais ils ne faisaient pas partie du peuple allemand, de la nation allemande. Voyez. Que sont ceux que Ibrahim Traoré et ses soutiens appellent des apatrides? Ce sont des Burkinabés. Ce sont des Burkinabés, mais exclus du peuple du Burkina Faso. Je dis bien, à part la haine raciale. Quant aux camps de concentration, c'est à voir. Il y a des camps de séquestration, c'est sûr. Là où on place les gens qu'on enlève, ça ressemble à quoi? Si ce n'est pas des camps d'extermination, c'est des camps de séquestration. Donc nous devons prendre au sérieux cette dictature-là. Et donc en même temps aussi, au passage, le patriotisme se réduit à quoi? Lorsque en 2 semaines, on nationalise, on naturalise un Chinois, sans être xénophobe ou raciste pour le coup, Li Yubao, en 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Vous voyez, le Chinois, l'entrepreneur chinois qui distribue de l'argent, il finance tout et rien. Il est, paraît-il, même conseiller d'Ibrahim Traoré. On se rend compte,
on se rend compte en quoi consiste le patriotisme sous Ibrahim Traoré. Ce patriotisme teinté de matérialisme. Ce patriotisme a l'odeur de l'argent, n'est-ce pas? Donc, selon que vous avez de l'argent ou pas, vous êtes patriote, vous êtes citoyen, vrai citoyen, comme on était vrai nazi, vrai allemand, hein, sous Hitler, ou pas. Vous avez beau être né de père burkinabé, Moussi, Dagara, Peul, etc., vous n'appartenez pas à ce pays. Parce que le même Ibrahim Traoré qui vous dit qu'on ne peut pas être neutre au niveau international, à l'intérieur chez lui, il renie ce principe. Il renie ce principe de la non-neutralité, n'est-ce pas? La dictature, c'est quoi, du coup? La dictature, c'est de vous interdire, c'est de vous interdire euh, c'est la dictature d'Ibrahim Traoré. C'est de vous interdire, pardon, c'est de vous interdire ce que lui-même vous impose, voyez. Il vous interdit, euh, il vous impose de ne pas être neutre, mais en même temps, euh, c'est-à-dire, il vous impose de prendre parti, mais en même temps, vous ne pouvez pas prendre parti, qui ne soit pas son parti, qui ne soit pas son camp. C'est ça la dictature, n'est-ce pas? Il vous dit comment vous devriez faire usage de votre cerveau pour qu'il ne soit pas éteint. Et cela consiste à ne pas être neutre. Donc, il faut prendre parti. Mais quand vous prenez parti contre vous, quand vous prenez parti contre lui, quand vous n'êtes pas de son parti, en termes de neutralité, il vous neutralise. On passe pardon, on passe de l'interdit de la neutralité à la neutralisation. Ibrahim Traoré est dictateur en ce sens qu'il neutralise les cerveaux qui ne font pas le choix de son camp. Autrement dit, il les éteint. Celui qui vous dit de ne pas avoir le cerveau, d'éviter le danger ou le risque de l'endormissement du cerveau, voire de l'extinction du cerveau, vous éteint votre cerveau, vous neutralise physiquement et intellectuellement. Si vous cessez d'être neutre, comme lui-même le préconise, si vous prenez parti qui ne soit pas son parti, si vous prenez parti pour un parti qui ne soit pas son parti. Voici où est-ce que nous en sommes. Et donc quoi en conclure? Non, le Messie, le temps du Messie n'est pas encore arrivé. L'avènement du Messie, du salut, nous en sommes loin. Nous sommes à l'avant-veille du salut. Non, l'albinos noir n'arrivera jamais parce qu'il est un non-être, un être d'imagination, la fabrication d'un charlatan. Non, le peuple burkinabé, les peuples africains ne sont pas au bout du tunnel. Dans l'esclavage et la soumission à la dictature, que cette dictature soit extérieure, coloniale, impérialiste ou intérieure, putschiste.
Non, Ibrahim Traoré n'est pas le Messie. Je l'envoie ceux qui croient, enfin, je l'envoie les chrétiens à la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Ce qui y est décrit comme situation d'avant l'avènement du Seigneur, n'est-ce pas? Thessalonique, épître aux Thessaloniques 2, deuxième épître, paragraphe 2, justement, ce qui y est décrit. Cette puissance mystérieuse, envoyée par Dieu lui-même pour précéder son avènement et qui consiste en séduction et en fabrication de, de mirages. Une période de séduction qui endort, qui convient à ceux qui vivent dans l'iniquité. C'est la séduction dans l'iniquité. Hein, ça nous, comme par hasard, ça nous ramène, enfin, ou plutôt, voilà, ça nous ramène au texte de Platon tout à l'heure, République, livre 10, à la situation au temps des charlatans. Nous vivons au temps des charlatans. Que ce soit dans cette épître de Paul, deuxième épître aux Thessaloniciens, que dans le texte philosophique de Platon qui s'appelle La République, nous avons affaire à l'antéchrist et non pas au Christ, au Sauveur lui-même. Nous devons encore attendre. Et pour cela, nous devons, en effet, nous montrer intelligents ou plus intelligents. Ne pas nous laisser éteindre le cerveau, n'est-ce pas? Je vous remercie.